Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle saison, nouvelle année plus exactement. Et nous commençons donc avec une émission particulière, je dirais, un peu ambitieuse, un peu longue peut-être aussi, sans la quatrième voie. La résistance va de déconvenu en échec. Et avec les événements notamment que nous venons de vivre en Amérique du Sud, en Amérique en général, et donc la barbarie du capitalisme pourrissant s'épanche en définitive toujours plus dans notre univers, sur notre belle planète. Donc, aujourd'hui, c'est le thème principal de ça. Bon, nous allons voir ça en détail, je dirais, de ce dont il en retourne. Alors, j'espère que ça fonctionne. Tiens, visiblement, il y a... Oui, ça a l'air de fonctionner. Alors, bon, on commence déjà par un aphorisme de Lao Tzu, extrait du Tao Te Ching, en rapport évidemment avec notre thème d'aujourd'hui. Le grave est la racine du léger. Le calme est le maître du mouvement. De là vient que le noble homme marche tout le jour dans le Tao et ne s'écarte point de la quiétude et de la gravité. Quoiqu'il possède des palais magnifiques, il reste calme et les fuit. Mais hélas, les maîtres de 10 000 chars se conduisent légèrement dans l'Empire. Par une conduite légère, on perd ses ministres. Par l'emportement des passions, on perd son trône. Voilà donc l'augure que nous livre Lao Tzu dans son Tao Te Ching, dans son numéro 26. Donc, j'ai utilisé une autre traduction que celle que j'utilisais jusqu'ici, celle de Mitchell. Là, c'est une traduction beaucoup plus ancienne, qui date du milieu du 19e siècle, une des premières traductions d'ailleurs, reconnue comme intéressante, comme valable du Tao Te Ching, et je la trouve particulièrement pertinente. Alors je dirais qu'elle est pertinente dans un deuxième temps. Vaut mieux peut-être commencer par une traduction, celle de Mitchell, qui est plus abordable, je dirais. Celle-ci est plus profonde, plus difficile à comprendre, mais elle dit beaucoup plus, me semble-t-il. Voilà pour ces maîtres des 10 000 chars. Alors, 2026, en premier lieu, une bonne année, une bonne santé avant tout, puisque surtout si vous êtes un peu âgé, vous savez que c'est assez important. Donc mes meilleurs vœux, autant que faire se peut, je rends ainsi hommage à mon vieux compagnon de route, Didier Verbesset, qui nous a quittés au mois d'août 2025. En se disant que pour réussir, pour avancer, il serait bien qu'on s'organise, il serait même indispensable qu'on s'organise, qu'on se rassemble autour de la quatrième voie. Encore une démonstration aujourd'hui que je vais essayer de faire, que c'est vraiment la solution, la voie dans laquelle il faut s'orienter
pour en sortir, parce que ça ne sera pas par des révoltes, des jacqueries ou autre chose comme ça, des mouvements d'humeur, qu'on arrivera valablement à sortir de l'ornière, de la situation dans laquelle nous sommes, et donc il faut tracer une autre voie, parcourir un autre chemin, justement, pour enfin, justement, agir efficacement. Alors, un événement très bientôt, donc le week-end prochain, là, en particulier publiquement le 10 janvier, donc un colloque sur le droit national versus le droit européen, comment retrouver la démocratie. Donc c'est à Paris, hein, donc vous avez l'adresse ici, donc c'est amphithéâtre de l'HEIP, d'accord. Et donc, si ça vous intéresse d'y participer, vous serez le bienvenu à ce colloque qui sera en droit ouvert. Donc, moi, normalement, il n'est pas prévu que j'intervienne, mais bon, je serai présent normalement, hein, sauf aléa climatique, je dirais. Et puis, l'enjeu, donc, dans un livre que j'ai échangé ces derniers temps avec un auteur qui s'appelle Jean-Loup Isambert, très, très pertinent dans ce qu'il dit. Hein. Je partage énormément de choses et de points communs avec lui. Là. Donc, notamment, je vous recommande son interview qu'il a donnée il y a quelque temps sur TVADP. Donc, qui est très intéressant, il nous cite d'ailleurs, un P6R et moi-même. Donc, voilà, j'ai échangé avec lui. Bon, là, il ne peut pas à ce colloque, mais je pense que c'est que partie remise. Donc, je vous engage à regarder cela. Et lui, il essaye également de trouver un moyen pour que les souverainistes, si on peut nous appeler comme ça, même si pour moi la souveraineté, c'est un point de barre, point de départ important, mais c'est que le point de départ quelque part du chemin qui me semble que nous avons à parcourir. Mais c'est un point de départ important. Sans souveraineté, évidemment, on ne peut absolument rien faire. D'ailleurs, c'est précisément l'un des sujets centraux de notre émission de ce soir. Sans la quatrième voie, la résistance va des convenus en échec. Donc voici ce que je vous propose de regarder ce soir. Justement, commençant, j'ai découpé cela en deux parties. Une partie déjà qui va donner une enveloppe, l'idée générale, presque un résumé de ce que je vais dire dans les déboires de la troisième voie d'une part, puis après la nécessité de la quatrième voie. Puis après, je rentrerai un peu plus dans les détails, donc quid donc du coup de force qui a été réalisé par les USA au Venezuela. Qu'est-ce que cela modifie dans la situation politique présente? Les déboires, de nouveau, à venir pour la résistance. Et après, nous allons regarder, effectivement, ce que je dis, la nécessité de la quatrième voie, mais j'essaye de le démontrer justement en donnant un certain nombre d'exemples sur ce que changerait une orientation dans cette quatrième voie, qu'est-ce que ça changerait concrètement, et qu'est-ce que ça permettrait de mettre en œuvre des choses qui sont tout à fait indispensables, des choses extrêmement concrètes, nous allons le voir. Donc voilà pour le programme de ce soir. Alors tout d'abord, les déboires de la troisième voie, ce que j'appelle la troisième voie plus. Alors qu'est-ce que c'est que cette troisième voie plus? Un petit rappel, parce que j'en parle notamment dans mon livre La crise terminale du capitalisme, où je définis, j'explique ce que j'entends par cette classification, première voie, deuxième voie, troisième voie plus, quatrième voie. J'explique un peu ce que c'est que ces différentes choses. Donc rapidement, là, je dirais que la troisième voie, c'est une voie alternative entre le capitalisme d'une part, qui est la première voie, et la deuxième voie, qui est le socialisme. Socialisme, communisme. Donc il y a plein de gens qui ont essayé de trouver une troisième voie, mais donc c'est assez ancien, ça remonte même au 19e siècle, intermédiaire entre cette alternative, entre capitalisme et socialisme. Et donc il y a toute une diversité de troisième voie. C'était quelque chose dont se réclamait De Gaulle notamment, mais ce dont se réclame également Macron. En même temps, c'est ce que ça veut dire fondamentalement. Et moi je mets plus parce que il y a dans plus parce que bon, on voit bien que dans les Macron, c'est pas tout à fait la même chose quand même. C'est plus en fait
une troisième voie qui retombe systématiquement dans le capitalisme, en définitive. La plus a une ambition quand même supérieure. De Gaulle, par exemple, a une ambition supérieure, et d'autres, et nous allons voir. Plus a à la fois un ancrage national fort, et le fait de dire, on va essayer de faire collaborer les classes, plutôt qu'elles s'affrontent entre les capitalistes et propriétaires, les bourgeois qui détiennent les moyens de production, et les salariés, les prolétaires de l'autre. On va essayer de se mettre d'accord et de trouver des terrains d'entente. C'est notamment pour De Gaulle, l'exemple de Gaulle qui est vraiment très parlant, puisque c'est un de ceux qui a poussé ça le plus loin au niveau politique, avec sa notion de participation. C'était vraiment exactement ça l'idée. Voilà pour l'idée de ce que c'est que cette troisième voie, et que cette troisième voie pour plus, dont il y a eu une multitude d'instances dans la réalité, je dirais. Et donc des instances venant de la droite, comme De Gaulle par exemple, mais de gauche également. On pourrait voir par exemple Péronne et sa femme Eva Péronne comme une fusion de ça, justement, lui qui venait plutôt de la droite, Péronne l'homme, et Eva Péronne qui, elle, venait plutôt, on pourrait dire, avec plus une sensibilité de gauche. Il symbolisait dans ce couple, en définitive, cette orientation venant parfois de la droite et parfois de la gauche. Mais les déboires de cette troisième voie, ils sont multiples, je dirais, puisque là, j'ai fait une émission à ce sujet-là, il y a un an, un petit peu plus d'un an, puisque c'était au moment de la chute de la Syrie, où je mettais, le titre était là, la rançon de l'immobilisme idéologique, c'est la disparition, et suite à l'éviction du pouvoir de Bachar el-Assad en Syrie, qui était également s'inscrivait, à mon sens, dans cette troisième voie, mais la Yougoslavie, celle de Tito et de ses successeurs, qui a été détruite également en Europe, s'inscrivait dans ce qu'ils appelaient l'économie mixte à l'époque. Kadhafi, qui a écrit un livre qui explicitement parle de cette troisième voie, etc. Là, je parlais aussi des communistes, mais c'était un peu plus large que le sujet d'aujourd'hui. Et voilà, parce que là, ça dénonçait l'immobilisme, je dirais, idéologique, d'une manière plus générale, et donc qui est voué à l'échec, qui est voué à la disparition, en définitive. Et pareil pour les gaullistes d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui reproduisent en définitive ce que proposait De Gaulle, mais sans vraiment le modéliser, justement, en faire un modèle de société comme l'est la quatrième voie. C'est toute la différence, en définitive. Et tirer toutes les conséquences d'une orientation qui irait un petit peu dans cette direction-là. Avec des différences sensibles, j'en ai déjà parlé dans de multiples émissions auxquelles je vous renvoie. Alors, attendez, je vais écouter. Et tirer toutes les conséquences. Oui, très bien. Alors, je vérifiais juste que le son était bon. Alors, attendez, est-ce que j'ai coupé le son? Oui, je coupe correctement, voilà. Donc voilà les déboires, parce que De Gaulle aussi a été quelque part chassé du pouvoir au travers notamment de ce mouvement de mai 68, etc. Et puis des suites de ça. Bon, il y avait déjà des gens, même dans son entourage proche, qui étaient déjà à lui savonner la planche, faut savoir. Alors, parce qu'évidemment ça plaisait pas aux grands capitalistes, cette troisième voie, vous comprenez bien que ça ne plaît pas aux capitalistes. Et donc, les déboires de la troisième voie c'est celle qui me semble, qui est pour moi la plus intéressante, bien, elle subit de multiples attaques. Les guerres en Europe, j'ai cité la Yougoslavie, mais celle en Ukraine, elle relève également de ça contre la Russie. La Russie qui est une instance, je dirais également, de cette troisième voie qui mélange des éléments hérités du communisme avec une conciliation avec un certain nombre de gens qui ont fait fortune suite à la chute de l'URSS, mais dans lequel le pouvoir étatique est suffisamment fort pour imposer justement cette collaboration, ce consensus de classe, car l'État qui prend un peu chef d'orchestre. Mais également au Moyen-Orient, on les a vus, j'en ai cité quelqu'un, mais aujourd'hui, il y a une guerre également qui se déploie au Moyen-Orient
avec notamment celle d'Irak, celle un peu plus loin qui a eu lieu en Afghanistan, mais il y a aussi le Yémen, il y a tout ce qui se passe en Palestine. Voilà, c'est un état de guerre permanent. Alors, c'est pas forcément tous des instances de la troisième voie, plus, mais voilà. Il y a de multiples attaques, notamment au travers de guerres. Puis des révolutions de couleur également. Quand on remet en cause, c'était le cas au début de l'Ukraine, qui n'était pas du tout dans cette configuration actuelle. Je rappelle qu'elle est l'issue du coup d'État qui a eu lieu en 2014 au Maïdan. Et avant ça, il y a eu les révolutions oranges. Il y a eu un certain nombre de mouvements également dans les pays au Moyen-Orient. Et puis il y a eu des tentatives également en Biélorussie, par exemple. Donc voilà, ces multiples attaques qui se font contre des tentatives. La Biélorussie, on est un peu également dans une forme de troisième voie plus. Et puis tout un tas d'attaques, je dirais, plus courantes, je dirais, plus fréquentes, sans aller jusque la guerre. Enfin, c'est une autre forme, guerre hybride, on parle de ça. Des blocus, comme il y en a eu de la bande de Gaza, comme il y en a actuellement du Venezuela, des sanctions, ils appellent ça, qu'il y a eu contre la Syrie, et des bombardements réguliers, notamment de la Syrie également, par Israël pendant des années, des bombardements quasiment quotidiens. Donc voilà les multiples attaques que subissent les gens qui résistent, en définitive, à l'impérialisme, en définitive, des pays capitalistes. Donc, remise en cause, en fait, qu'est-ce qu'il a ? Et c'est là qu'on parle de la souveraineté que j'évoquais tout au début. Il y a donc une remise en cause, ça vient de la remise en cause de l'indépendance nationale par des pays capitalistes impérialistes. Bon, on parle souvent de l'Allemagne, des États-Unis d'Amérique, qui sont le premier, mais il y a aussi la France et l'Angleterre qui historiquement le sont et continuent de participer avec leur marine, avec leurs aviations. Ils appellent ça des frappes, vous savez. Il y a eu des frappes. C'est comme si c'était on vous donne un truc. Non, on fait tomber des bombes sur la tête, des missiles. Donc c'est ça, la réalité, c'est pas une frappe, comme si on vous donnait une petite claque. Alors, qu'est-ce qui est derrière ça ? Ce qui est derrière ça, ce sont les multinationales, justement, qui cherchent à se déployer, qui cherchent à se développer à l'international, qui cherchent à étendre leur marché. Je décris cela dans ce livre, la crise terminale du capitalisme, notamment. Pourquoi est-ce qu'on a ? Et derrière, évidemment, ce sont les grands capitalistes, les grands possesseurs de capitaux, qu'ils soient des capitaux industriels ou des capitaux financiers, qui défendent leur intérêt pour étendre leur marché, étendre leur domination et donc leur richesse. Plus, associé à cela, dans un certain nombre de pays, un certain nombre de bourgeoisies locales, on va appeler compradors, c'est le terme consacré, c'est un terme d'origine espagnole, donc compradors, c'est-à-dire ceux qui achètent. En fait, ils sont les intermédiaires qui vont acheter des produits par les grandes multinationales et qui vont faire que dans leur pays, on va utiliser ces produits-là. Moi, j'en ai rencontré énormément dans ma carrière, donc notamment à France Télévisions, où est-ce que, en définitive, on remplaçait, au début on avait une politique nationale, mais là on remplaçait ces derniers temps systématiquement les produits qui étaient éventuellement faits par des sociétés françaises, par des grosses solutions cloud, notamment, quand vous entendez parler du cloud, c'est un outil justement pour que les multinationales s'accaparent tout un tas de choses dans le domaine du logiciel, s'accaparent des marchés dans tout un tas de pays, dont la France, par exemple. Et donc, il y a une partie de la bourgeoisie locale qui participe à ça, qui va faire des études, etc., pour dire, on va choisir telle solution plutôt que telle autre, et etc., assurer la maintenance, et ce genre de choses. Donc, ils sont complètement partie liée, en définitive, c'est de la petite bourgeoisie, mais c'est une frange de la petite bourgeoisie qui a complètement partie liée avec ces multinationales, qui en sont les intermédiaires. Et en fait, ils sont des représentants, quelque part des traîtres, à leur propre pays, puisqu'ils vont favoriser, c'est
flagrant, moi j'ai vu l'évolution de ça, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années, ils vont favoriser des solutions internationales, américaines le plus souvent, presque exclusivement, mais dans tous les domaines. Donc voilà pour le domaine que je connais, celui du logiciel. Ces déboires de la troisième voie plus, donc là j'ai donné les racines, qu'est-ce qui se passe et qui sont derrière pourquoi est-ce qu'ils font ça, qu'est-ce qu'il y a derrière en définitive ces multiples attaques, c'est que la troisième voie plus, ces instances subissent des déboires, et donc que beaucoup croient dans la résistance, que le monde multipolaire, c'est inéluctable, etc. Certes, c'est le sens de l'histoire, c'est le sens normal d'évolution de l'histoire, mais il n'arrivera pas par magie. Et c'est pour ça que nous avons des déconvenues, c'est pour ça que nous avons des échecs. Et donc, cette situation que nous voyons aujourd'hui au Venezuela fait partie de ces déboires. Et donc, il n'y aura pas de magie où les difficultés que peut avoir l'armée russe en Ukraine relèvent également de cela. Bon, après, il y a aussi une stratégie, ça n'épuise pas le sujet. Mais ceux qui disent, oui, la Russie a déjà gagné, etc., attention, moi je suis beaucoup plus prudent que ça sur ce sujet. Les devoirs de la troisième voie plus, c'est également de prendre conscience dans cela, puisqu'on attaque aussi bien des gens qui viennent de la droite que des gens qui viennent de la gauche, des gens comme Poutine qui viennent plutôt de la droite, ou des gens qui viennent de la gauche comme Xi Jinping en Chine. C'est en définitive, au moins partiellement, une obsolescence du clivage droite-gauche face à l'impérialisme américain particulièrement, et face à Macron. Ce clivage droite-gauche, il nous dessert. Eux, ils se posent pas la question, ça me gêne dans mon déploiement, ça se met un peu en travers de mon terrain, je tire dedans, je dégage ça. Hein. Je menace, et puis si on n'obéit pas, je rentre dans le tas. Voilà leur politique. Il serait temps que les gens, tant de droite que de gauche, commencent à comprendre cela et cessent de faire de se comporter en supplétif de cet impérialisme qui ne nous sert pas du tout, ni les uns ni les autres. Et d'ailleurs, obsolescence du clivage droite face à l'impérialisme, et l'impérialisme, qu'il soit de nature mondialiste avec tout marché, tout ouvert, comme c'était le cas de Biden, ou pas, comme c'est le cas de Trump aujourd'hui, qui est plus America First, c'est plutôt son hémisphère. On voit que y en a un, il veut toute la planète, et l'autre, il veut juste un hémisphère. En gros, hein, c'est ce qu'ils disent, et c'est un peu simpliste, je dirais, de dire ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais au fond, ils ont les mêmes méthodes guerrières, de sanctions, etc. Hein. Donc, vous voyez, ils s'entendent très bien, en définitive. Même s'ils sont radicalement opposés, bon, il y a une fracture importante entre eux, quand même. Il faut quand même en être bien conscient. Et une fracture qui est réconciliable. Mais face à nous, ne vous inquiétez pas, ils sauront toujours s'entendre. Alors, donc ils s'attaquent à tous les résistants, justement, qu'ils soient de droite, comme par exemple les mouvements plus ou moins d'inspiration religieuse, comme l'est toujours d'ailleurs le Hezbollah, mais enfin il a quand même pris cher au Liban l'année dernière, ou l'Iran, enfin là il y a 2 ans maintenant, l'Iran ou la Russie de Poutine, qui sont plutôt d'une inspiration venant de la droite, ou de gauche, comme par exemple Maduro, le président Maduro, puisqu'il est toujours président officiellement, ou en Chine, où c'est officiellement le Parti communiste qui dirige le pays. Ils s'attaquent aux deux. Vous voyez, c'est évident, quoi. Donc arrêtons de nous diviser, arrêtons de dire les gauches, enfin, je dis pas, parce qu'il y a beaucoup de bêtises, hein, mais il y a de la bêtise elle est bien partagée, je dirais, quoi. Chacun ferait bien de balayer devant sa porte. Et non seulement ils s'attaquent à tous les résistants, mais même maintenant ils vont plus loin, puisqu'ils s'attaquent même à leurs colonies, à ce qu'ils appellent leurs alliés, hein, mort de rire. Quand ils font sauter le Nord Stream, le gazoduc, et qui privent l'Allemagne et une bonne partie de l'Europe d'énergie pas chère,
Et du coup, ils détruisent complètement leurs colonies, leurs alliés, quand même, l'industrie qui ne s'en relève pas. L'Allemagne ne s'en relève pas et ne s'en relèvera pas. Ou qui menacent d'envahir le Groenland, ou que les Américains piquent le contrat de sous-marin qu'elle avait signé avec l'Australie il y a quelque temps, en disant « Non, non, vous voulez faire les sous-marins pour l'Australie, non, non, c'est nous qui allons le faire, dégagez, il n'y a rien à voir. » Ou là, comme je cite là le livre de Régis Le Sommier, jusqu'aux derniers Ukrainiens, où ils n'ont strictement rien à faire des Ukrainiens ou de l'Ukraine. Ce qui les intéresse, c'est d'affaiblir la Russie, de diviser l'Europe en deux pour que le continent eurasiatique ne s'unisse pas, justement. Parce que ça pourrait concurrencer les États-Unis. C'est là qu'on voit que nos dirigeants sont des traîtres, en définitive, puisqu'ils se comportent vraiment comme des représentants. On parlait de bourgeoisie comprador, mais c'est exactement ça, à l'échelle, je dirais, du pays. Ce sont des représentants de l'Empire, des gouverneurs, on pourrait les appeler des gouverneurs des colonies, puisque s'ils défendaient nos intérêts, ils n'accepteraient pas que le Nord Stream soit détruit, et ils n'accepteraient pas de se faire chasser comme ça de contrats ou autres. Donc voilà, c'est important de le comprendre. D'où la nécessité de la quatrième voie. Parce que la troisième voie plus, au fond, ces différentes instances qu'on va rencontrer dans les différents pays, le seul point commun qu'ils ont en définitive, c'est qu'ils ont bien compris qu'ils ont un ennemi commun, c'est l'hégémonie des USA, des États-Unis d'Amérique. Donc il faut résister à cette hégémonie, mais ce point commun est insuffisant. Il ne suffit pas, il ne crée pas les mécanismes de solidarité suffisants pour être suffisamment unis et forts afin de pouvoir contrecarrer cette hégémonie, cet hégémon des USA et de ses affiliés, et de ses larbins. Donc, pour contrer ça, il faut monter d'un niveau, monter d'un cran, et c'est ce que propose notamment la quatrième voie, je dirais également à l'échelle internationale, c'est qu'on a besoin d'un socle idéologique commun. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà simplement des intérêts nationaux qui parfois vont aller dans le même sens, mais parfois vont aussi s'opposer, vont aussi être... Et on n'a pas forcément les mêmes intérêts, je dirais ça c'est la vie. Mais donc il faut passer à un niveau qualitatif supérieur et de se dire on a besoin d'un socle idéologique commun qui fera que nous allons aller plus loin dans la même direction et que nous aurons peut-être une vision, un objectif, un but, peut-être à long terme, mais qui soit commun, et pas simplement le multilatéralisme. En définitive, il faut quelque chose qui se substitue aux idées qui ont eu cours au XXe siècle, les idées socialistes, les idées communistes, les idées également du fascisme d'extrême droite, des origines, qui étaient un peu dans cette veine-là, bon, même si c'est quelque chose qui a duré beaucoup moins longtemps. Mais voilà, se substituer en définitive à ces idéologies qui sont démonétisées aujourd'hui. Parce que avoir une idéologie, un socle idéologique commun, ça va créer un ciment entre les nations résistantes. Ça va créer une cohésion qui aujourd'hui, on sent bien qu'elle est circonstancielle et qu'elle est très aléatoire. On voit bien par exemple entre la Chine et l'Inde, il y a une difficulté, notamment parce qu'il y a des conflits territoriaux. Hein, il y a ce genre de choses. Donc c'est la nécessité d'avoir quelque chose qui dépasse ça, comme avaient par exemple les pays socialistes au XXe siècle, hein, qui étaient dans l'orbite, on appelle l'orbite de l'Union soviétique, mais qui partageaient justement une même idéologie. Là, c'était une idéologie extrêmement rigide, etc., et pilotée par l'Union soviétique. Donc, quelque chose d'une nature à la fois plus profonde et plus souple, hein, évidemment, mais quelque chose qui s'oriente, qui va dans cette direction-là. Parce que, à contrario de ça, bien évidemment, l'impérialisme hégémonique, ils jouent de ces divisions. Ils essayent sans arrêt, justement, de monter les uns contre les autres. C'est diviser pour régner, c'est vieux comme le monde, et ils jouent là-dessus. C'est parce que, justement, ce peu de points communs, ce point commun unique qui est de la résistance à l'hégémonie, ne suffit pas toujours.
Donc il faut avoir un langage de confiance, une orientation commune, un but commun, au moins si c'est à long terme, un modèle de société vers lequel on veut tendre, même si c'est pas pour dans l'immédiat, et donc pour qu'il y ait un langage commun, une direction commune, une orientation commune, hein, c'est pas le même chemin, chacun suivra son chemin, mais quelque part, on sait qu'on va dans la même direction, on sait qu'on va vers un modèle de société qui est justement celui de la quatrième voie. Sachant par ailleurs, et ça c'est très important, que le conservatisme ne joue pas ce rôle. C'est-à-dire que ces idées, qui sont forcément des idées nouvelles, qui sont des idées, je dirais, actualisées par rapport à la société présente, contemporaine, actuelle, hein, pourtant les socialismes communistes correspondaient peut-être, enfin ils essayaient au moins de correspondre, ou le fascisme d'extrême droite essayait de correspondre à la situation concrète du XXe siècle, eh bien c'est exactement la même chose pour le XXIe siècle. C'est cette quatrième voie qui terre toutes les conséquences justement de cette histoire. Et hier comme aujourd'hui, le conservatisme ne peut pas jouer ce rôle. Puisque les conservatistes, c'est chacun a son histoire, justement, et donc il y a des contradictions, même entre les différents conservatismes. Si vous prenez les orthodoxes russes et puis les musulmans chiites iraniens, bon, ils vont se faire un certain nombre d'accords, si vous voulez, mais il n'y aura jamais une idéologie commune basée sur ce conservatisme, ça se comprend tout ça. De toute façon, le conservatisme, il perd toujours. Il fait toujours écrabouiller par les progressistes, systématiquement. Donc il a quelque part, être conservateur, c'est avoir perdu d'avance, se mettre comme ça. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, on va rester dans nos vieilles habitudes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas, tout simplement. Donc ça ne peut pas jouer ce rôle, et encore moins pour tracer un avenir, je dirais, commun à une échelle, à une grande échelle. Donc la nécessité de la quatrième voie, on va la rencontrer notamment, par exemple, si on étudie les BRICS, et les BRICS+. Donc à l'origine des BRICS, il y a le Brésil, la Russie et l'Inde, puis rejoint un petit peu après par l'Afrique du Sud, et puis en plus après par l'Iran, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, puis plus récemment encore l'Indonésie, mais qu'est-ce qu'on regarde là-dedans dans ce petit tableau, ce petit drapeau que je vous ai mis là? On voit que l'Argentine, qui devait faire partie des BRICS+, suite à la prise de pouvoir par Javier Milei, il n'est plus question qu'ils intègrent les BRICS, donc c'était quand même très fragile. Et puis, également, on a l'Arabie Saoudite qui ne sait pas trop sur quel pied danser, qui dit qu'elle veut rentrer, mais elle est... on ne sait pas trop, c'est assez divisé, je dirais, pour savoir si, au final, ce pays va rejoindre les BRICS ou pas. Hein, donc on est aujourd'hui, là, ils restent dans l'expectative. Alors... Si on voit ça, on constate, donc là avec l'Indonésie, qui a rejoint plus récemment en 2025 au sommet du Brésil, mais les BRICS, c'est quelle cohérence? C'est un cartel, quelque part, de nations, donc ils voient bien qu'ils ont un ennemi commun. Donc ça, effectivement, ça crée une certaine... mais il y en a qui jouent des doubles jeux, hein. Tous, quelque part, jouent des doubles jeux là-dedans. Et donc, on est quand même dans quelque chose qui est un assemblage, je ne veux pas dire de la carpe et du lapin, mais là-dedans, il y en a qui ne sont pas du tout dans la troisième voie plus, en plus. Il y a des monarchies, enfin bon, on est vraiment dans l'attelage de la carpe et du lapin. Quelle est la cohérence idéologique, quelle est la cohérence de cet attelage, hors de se dire on a un ennemi commun, et qui passe notamment par l'usage exclusif du dollar dans le commerce international? Quelle est la cohérence? Elle est extrêmement faible. Je veux dire. Et c'est ce qui explique qu'on peut attaquer un pays comme le Venezuela en craignant rien pour l'hégémon. Il y a d'autres organisations. Là c'est l'organisation économique de coopération de Shanghai. Bon,
Là, pareil, on a pas mal de pays d'Asie centrale, et il y a d'autres organisations menées par la Russie également, où on voit bien qu'il y a plein de pays d'Asie centrale qui jouent un double jeu. Bon, je n'irai pas jusqu'à l'Azerbaïdjan, où là c'est open bar, je veux dire, quoi. Mais y compris le Kazakhstan joue un peu sur tous les tableaux, se détache de sa proximité avec la Russie, alors qu'elle est historiquement quand même très importante. Voilà, on est dans ces attelages, je dirais, qui au fond n'ont pas énormément de résultats au final, qui vont à un rythme quand même très lent. Et puis à quel prix? Notamment pour la Russie, parce que le prix qu'il paye pour cette guerre, elle est quand même assez importante, et la perte d'influence, puisque pendant qu'il s'occupe de l'Ukraine, eh bien on voit que l'Arménie, par exemple, a complètement déserté, alors qu'elle était quand même protégée par la Russie, pour des raisons religieuses notamment, depuis des décennies, pour pas dire des siècles, s'éloigne de la Russie. Donc la perte d'influence, elle est importante. Donc, à quel prix, à quel rythme, pour quel résultat voilà. Donc la nécessité de la quatrième voie, c'est simplement changer complètement de posture. Parce que l'idée, c'est de passer de la résistance, justement, on parle de l'axe de la résistance, c'est les Iraniens, je crois, qui ont parlé de ça, l'axe de la résistance, mais qui est une posture défensive, vers une posture plus offensive du développement. C'est-à-dire, plutôt que de résister à ce qu'on ne veut pas, donc à l'ennemi commun, c'est-à-dire, nous, on veut aller dans cette direction-là, on veut aller vers ça. Alors, le monde multipolaire, c'est bien gentil, c'est effectivement une nécessité, c'est quelque chose qui, je pense, finira par se mettre en place, mais voilà, à quel prix, quel rythme, quel résultat. Je pense que ça sera beaucoup plus efficace et plus rapide, et je vais essayer de le montrer aujourd'hui, par la quatrième voie. Et sinon, d'ailleurs, c'est normalement la trajectoire normale, je dirais, mais sinon, moi je crains que tout soit voué à l'échec, parce que les dominos, ils tombent quand même les uns après les autres. Hein. Tous voués à l'échec, je dirais, et à la barbarie, comme la Syrie, parce qu'en Syrie, aujourd'hui, ce sont des islamistes, parmi les plus barbares, qui occupent le pouvoir. C'est quand même ça la réalité de ce qui se passe. Hein. Donc on est quand même dans une trajectoire qui est dangereuse, et si admettons que ce soit par exemple l'Ukraine qui gagne la guerre, vous imaginez ce qui va arriver aux gens du Donbass, comment ils vont être massacrés et tout ça? Et ce que c'était que l'Ukraine avec ces trafics d'êtres humains et compagnie. Voilà la barbarie, si on n'arrive pas à sortir de cette spirale des déconvenus, de cette spirale des échecs. Donc la quatrième voie, oui, il faut qu'elle sorte de ces déconvenus, de ces échecs, parce que je reviens sur le titre de cette émission, sans la quatrième voie, la résistance va de déconvenus en échec, et ça durera, et la barbarie du capitalisme pourrissant s'épanche toujours plus. C'est ce qu'on constate, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et donc ça, que ça nous plaise ou non. Et donc ce que Poutine il disait, l'hégémonie de l'Occident est en train de s'effondrer, moi je m'excuse, mais il prend ses rêves pour des réalités. Oui, ça va dans ce sens-là, mais ça ne sera pas tout seul. Et il y a un certain nombre de conditions pour ça. C'est pareil, Emmanuel Todt a écrit la défaite de l'Occident, qui est vrai, parce que, j'y reviendrai, effectivement, il y a une décomposition de l'Occident. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inopérant, qu'il n'existe plus. Hein. Et donc, effectivement, il est décadent, il est pourrissant, ce système est pourrissant, effectivement, mais comme il est tout seul, qu'il n'y a plus d'alternative, mais il arrive quand même toujours à se déployer, surtout qu'il a concentré une puissance, justement, dans un seul bloc hégémonique. Donc, et voilà, avec le modèle de société, bon là c'est un exemple que je donne, avec la malbouffe et la vulgarité américaine, mais également ce transhumanisme de la chirurgie esthétique qui nous est proposé. Bon, c'est deux exemples de barbarie parmi d'autres. Hein. J'ai cité également la barbarie islamiste des Al-Joulani en Syrie, mais voilà
voilà l'épanchement qui se passe. On n'est plus à l'époque, et pour bien comprendre ce pourrissement qui s'y passe, quand les USA s'expandaient au préalable, et encore ils avaient cette volonté au moins facialement en Irak, c'était pour apporter la démocratie, le développement, même au XIXe siècle, la colonisation, c'était pour émanciper les peuples et faire sortir de l'arriération, etc. C'est ça, il y avait quand même une justification, une certaine noblesse, même on peut dire, dans cette démarche. Bon, on voit bien que tout n'était pas noble, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y avait une justification, oui. Or, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation-là, et même pire que ça, puisque là, c'est vraiment de l'hégémonie pure et simple, puisque on parle du Grand Israël, qui irait du Nil jusqu'à l'Euphrate, voilà, le Grand Israël, donc c'est le deuxième front, je dirais, de la guerre. Et puis, on parle également que tout le candidat américain du Nord, y compris le Groenland, le Canada, le Mexique, tous les pays d'Amérique centrale et un certain nombre de pays d'Amérique du Sud, face à un bloc unique derrière le drapeau américain. Vous voyez ? On en est là, quand même, aujourd'hui. Voilà donc pour cette première partie, je dirais, qui résume en définitive mon propos. Et donc pour ceux qui ne souhaitent pas en savoir plus, vous pouvez évidemment vous en tenir là. Si vous voulez rentrer un peu plus dans les détails, je dirais, ça commence maintenant, je dirais, on va analyser déjà, qu'est-ce qui s'est passé, comment expliquer qu'est-ce qui s'est passé, le coup de force, justement, du Venezuela, et quelles sont les conséquences. Alors, donc, il y a une opération militaire, et moi, je n'émettrai ici que des hypothèses, que je vous laisserai trancher, que l'histoire trancherait, enfin, on verra ce qu'on peut en penser, justement. Moi, la chose qui m'a choqué quand même quand j'ai vu ça, c'est j'ai vu des images avec ces hélicoptères qui volaient à basse altitude, il y en avait quand même une dizaine, quelque chose comme ça, sans être inquiété le moins du monde. J'avoue que ça m'a laissé plus que sceptique quand j'ai vu ça. Il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer, de pas normal, je dirais. Alors, on peut expliquer, alors il y a des explications, vous trouverez, il y a des sites, il y a des liens que je mettrai sur le site internet, sur la page dédiée à cette émission. Il y a une incompétence des forces armées, de l'armée vénézuélienne. Bon, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas... c'est bien possible. Les hypothèses ne s'excluent pas forcément l'une l'autre. Il y a pu y avoir également, et c'est sans doute ça me semble quand même assez probable, des infiltrations, des complicités, donc une infiltration, des complicités, voire des trahisons, ou une trahison. Donc là, ça me semble tout à fait probable, forte possibilité, je dirais, de cette hypothèse. Il y en a qui parlent d'un cheval de Troie, qui aurait eu une délégation qui aurait été reçue et puis qui se serait transformée mais qui aurait été composée de forces spéciales et qui aurait fait le coup de main au dernier moment. Bon, ça c'est possible aussi. Là, comme je dis, l'un n'empêche pas l'autre. Mais il y a une autre possibilité qui a une certaine probabilité aussi, qui est un accord préalable avec des gens à plus ou moins haut niveau dans le pouvoir vénézuélien, avec les États-Unis. Il faut savoir quand même que ça fait des semaines et des mois même que Maduro propose justement de négocier avec les USA pour qu'ils puissent revenir exploiter du pétrole au Venezuela et tout ça. Il a fait beaucoup d'offres. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait des offres? Il rêve complètement. Donc, c'était quand même révélateur de l'état d'esprit dans lequel était le pouvoir au Venezuela, et Maduro en particulier, dans la fin de 2025. Et puis, la troisième hypothèse, dernière hypothèse, c'est succès complet de l'armée des USA, avec rien de tout ça, et bon.
là, j'ai beaucoup plus de doutes, même s'il y a une part de réalité, certainement, puisqu'il y a du renseignement, nous allons le voir un peu après. Des choses importantes, vous aurez des liens également sur le site qui disent bah il y a des trucs technologiques qui permettent de faire un certain nombre de choses, etc. De localiser les gens notamment, de voir où ils sont, à quelle heure, etc. Tout ça, donc ça c'est tout à fait possible et probable également d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Voilà. Alors après il y a quand même aussi une autre, là c'est plus une hypothèse, c'est quand même un lieutenant général, je crois. Bon, je vous aurai le nom hein, sur le site pareil, qui dit bah non, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une attaque, mais on n'a pas riposté volontairement parce qu'on a préféré négocier plutôt que de combattre. Bon, c'est quand même assez étrange. Hein. Donc bon, voilà, dont acte. Sachant malgré tout que bah, y a notamment la République cubaine qui a publié cette affiche là, en hommage à quand même, je crois que c'est 32 soldats cubains qui assuraient la garde rapprochée de Nicolás Maduro, qui ont été tués lors de l'opération. Ça m'étonnerait qu'ils aient été tués comme ça gratuitement. Surtout qu'il y avait peut-être d'autres également, des Vénézuéliens. Actuellement, on ne sait pas s'il y a eu des pertes ou pas du côté américain. Ça m'étonnerait qu'on puisse tuer comme ça 32 personnes, sans que, surtout dans une garde rapprochée, sans qu'ils ripostent. Bon, c'est assez étrange. Bon, voilà. Donc il y a beaucoup de zones d'ombre quand même là-dedans. Hein, donc. Mais il y a eu quand même des morts qui sont officielles, puisque là, c'est la République cubaine qui a publié cette affiche. Donc on peut imaginer qu'ils sont au courant si leurs soldats sont morts. Alors, l'aspect technique et technologique, justement, dont je parlais juste précédemment, il y a l'usage notamment de Palantir, donc de Thiel, là, c'est l'entreprise de Thiel, qui permet en fait de faire des corrélations et pour pouvoir pister des gens avec justement leurs téléphones portables, leurs habitudes, leur connexion internet, etc. Et en fait de retracer avec les relations de ces gens-là, donc tout un graphe, je dirais, de relations et de lieux et d'habitudes, etc. Tout ça va permettre de tracer un portrait, je dirais, robot de la personne et de pouvoir deviner quelque part à quel moment il est, à tel endroit, et donc pour pouvoir suivre les gens. Donc c'est un des moyens qui a, sans aucun doute, été utilisé dans cette opération. Des moyens de localisation également, parce que ça, je dirais, c'est ce logiciel qui va consolider toutes les informations, mais il y a notamment tous les appareils de communication, et notamment des gens qui étaient dans l'entourage de Maduro, appareils de communication qui reposent sur des technologies américaines. L'iPhone, mais si vous prenez Samsung, c'est exactement la même chose, puisque les logiciels et les protocoles qui sont mis en place au cœur sont des protocoles qui ont été mis au point par les Américains. Les autorités de certification sont des autorités américaines, et on sait depuis un certain temps que il suffit d'avoir, alors je ne sais pas si ça parlera des gens, d'avoir les certificats racines pour en fait être capable de décrypter tout ce qui se passe sous les protocoles TLS, anciennement SSL. Hein. Pour des services, hein, pas pour les particuliers ou même les entreprises, mais pour des gens comme la NSA, ça ne pose absolument aucun problème. Donc voilà la réalité. Puis d'autres moyens de surveillance, des drones, des serveurs, on met des écoutes dans les serveurs réseau et dans les équipements réseau, etc. Puis de la surveillance toute simple, hein, vous mettez simplement une caméra de surveillance, il y en a plein partout maintenant des caméras de surveillance. Donc ces caméras de surveillance, il suffisait que vous hackez la caméra, ou pas, ou vous en installez une, mais pourquoi pas, tout simplement, et puis vous avez accès à l'information. Après, il y a également tous les satellites, etc. etc. Donc vous voyez que ces moyens-là, ils sont très variés, très multiples, et on arrive en fait à construire
un portrait robot et une comment dire, un point d'attaque possible assez facilement, quand on dispose de tout ça, puisqu'on est au cœur du système et de ces technologies. Et question, mais après, bon, je dirais que de tout ça, il y a un grand nombre de questions, puisqu'il y a certainement plein de choses qui sont classifiées, pour lesquelles nous n'aurons pas de réponse fiable avant longtemps. Ce sera peut-être les historiens qui seront au courant de ça dans plusieurs dizaines d'années au moins, au-delà de ce qui est communiqué. Alors maintenant qu'on a vu cette histoire de l'intervention, du coup de force lui-même, qu'est-ce que ça change à la situation politique, notamment à la situation politique à l'échelle internationale, mais également à notre échelle à nous, je dirais. Je dirais que la première chose, et j'insiste là-dessus, je reviens dessus, c'est un choc pour la résistance. C'est le énième choc, je ne sais pas le premier choc, hein. Il y a plein de chocs qui s'enchaînent en définitive, où nous sommes sur le reculoir, et donc il y a plein de gens qui sont très optimistes, etc., qui disent la guerre, sur l'Ukraine, la Russie est en train de gagner la guerre et tout ça. C'est loin d'être aussi simple et si net que ça. Et je dirais que tant que la guerre n'est pas finie, elle n'est pas gagnée. Ça, c'est comme tous les matchs, tant que le match n'est pas terminé, tant que la fin du match est pas sifflée, et même parfois c'est sifflé, parce que on l'a vu avec les accords de Minsk, hein, c'était juste une pause, en fait, c'était juste une mi-temps pour reprendre la guerre quelques années plus tard. C'est ce que veut faire Macron d'ailleurs. Hein. C'est ça leur idée, hein, c'est de faire un Minsk 3, faire un cessez-le-feu pour pouvoir refaire la guerre, donc faire la guerre peut-être là, puis la refaire juste après, hein, un peu plus loin en étant encore renforcé. Et l'Allemagne, surtout, qui est bien à la manœuvre à ce sujet-là. Donc, l'idée, le choc pour la résistance, c'est le énième choc, et comme je dis, il y en aura d'autres. Il faudrait que ça percole à un moment donné, que la fin des illusions se réveille. Je pense à plein de gens qui disent ça va se faire, le monde multipolaire est inéluctable, etc. Non, ça ne va pas se faire tout seul, ça ne va pas se faire simplement, et ça sera d'autant plus dans la douleur qu'on ne saura pas dans quelle direction il faut aller ensemble. C'est ça la quatrième voie. Quelle direction il faut aller ensemble. Et tant qu'on n'a pas ça, ça sera très difficile, et l'échec, la défaite est même possible à la fin. Donc, et la barbarie s'imposera partout. Donc, fin des illusions, réveil, de se dire, il faut peut-être que je sorte de mon confort intellectuel, de mon confort idéologique, et pour sortir de mes certitudes, remettre en cause les certitudes, hein, comme cette gamine là qui fait par la main, quoi. Voilà. Bon, je vois bien, je prêche dans le désert depuis un certain nombre d'années. Bon, voilà. Le jour où je prêcherai un peu moins dans le désert, ça voudra dire qu'il y aurait eu un éveil qui se sera fait, puisque aujourd'hui on écoute au fond que les gens qui abondent dans ce que vous avez envie d'écouter. C'est pas ça dont vous avez le plus besoin d'entendre, que vous avez le plus besoin d'entendre. Ce que vous avez le plus besoin d'entendre, souvent ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Donc, remettre en cause les certitudes, à gauche comme à droite. Je le répète, hein, puisque... et d'ailleurs, Jean-Louis Zambert le montre bien dans son livre, hein, et dans son interview à ADP, il y a plein de points communs entre, lui il appelle ça les souverainistes, mais prenons déjà sur ce sujet-là, effectivement, entre les souverainistes de droite et de gauche. C'est énorme. Mais on ne se parle pas, on s'ignore, on est incapable de sortir de ces petites certitudes, de ces idéologies, malheureusement, qui ne marchent plus. Voilà, c'est tout. Autre chose que change de façon très importante la situation, cet événement, ce coup de force, c'est que le vrai visage du capitalisme apparaît de nouveau, réapparaît. Il avait été oublié après la Deuxième Guerre mondiale. Je dis bien après la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ça a été quand même ce capitalisme qui a provoqué ces deux guerres mondiales, et toutes les guerres coloniales, et y compris la guerre de sécession, et toutes ces guerres industrielles, d'échelle industrielle.
on a oublié l'exploitation profonde des gens, y compris des enfants, même aujourd'hui. Hein. Voilà, on avait oublié ce vrai visage du capitalisme. Voilà ce qu'il est, le capitalisme. Nu, quand il est tout seul, quand il n'a pas de contre-pouvoir, voilà ce qu'il est. Parce que depuis la chute de l'URSS, justement, et la décrédibilisation des alternatives, et en particulier de l'alternative socialiste, eh bien c'est open bar pour eux. Ils peuvent de nouveau faire ce qu'ils veulent. Et même maintenant, il y a un hégémon qui domine tous les autres. Donc ils ont une puissance qui est beaucoup plus importante encore que les impérialistes pris isolément, qui étaient divisés entre eux lors du premier et du deuxième conflit mondial. Mais là, le troisième conflit mondial qui est en cours, là, il est entre l'hégémon et, je dirais, le reste de la planète, celle qui a réussi à s'émanciper, justement, au XXe siècle, du colonialisme. Eh bien, il y a une réimposition du colonialisme par les USA. On le voit bien, c'est ça, on réimpose, on essaye en tout cas, de réimposer du néocolonialisme. Hein. Donc on est là sans faux semblant en plus. Hein. C'est-à-dire que toute cette ces justifications des droits de l'homme, des droits de la femme, en Afghanistan notamment, ou dans les pays musulmans, de la démocratie, ou même également du droit international ou du droit national, tout ça est balayé complètement. Il n'y a plus aucun respect du droit national, du droit international. Israël, par exemple, a bombardé un pays ami à Doha il y a quelques mois, c'était aux Émirats Arabes Unis. Hein. Donc voilà, en pleine période comme ça. Voilà. Le droit national, le droit international n'a plus rien. C'est-à-dire que c'est ce qui s'appelle l'état de droit et tout ça, n'a plus aucune importance. On arrête des gens, on enferme des gens sans rien du tout, sans aucune justification maintenant. C'est la loi du plus fort. Et donc, je dirais, son visage du capitalisme est d'autant plus hideux que jamais, dans cette phase de pourrissement, justement. Parce qu'il se permet des choses qu'avant, il ne se permettait pas, et justement, il cessait d'avoir une justification, de dire c'est pour le bien, le développement, la mission civilisatrice de la France à l'époque coloniale, etc., et qui avait une part de réalité. C'est pour ça que ceux qui sont unilatérales dans le colonialisme, dans un sens comme de l'autre, ce sont dans l'erreur, parce que c'est pas vrai, c'est pas ça la réalité. Mais ce qu'ils font aujourd'hui à Gaza, ou d'installer des islamistes en Syrie, c'est-à-dire des gens qui sont complètement des idéologies normalement complètement opposées justement à l'état de droit et à toutes ces choses-là, portées par les Lumières, par la Révolution française, par l'indépendance américaine, la Constitution américaine, tout ça. Non. Ils s'appuient sur les néo-nazis également en Ukraine. Ça leur pose aucun problème. Mais voilà où on en est aujourd'hui. Hein. Alors, donc voilà ce que ça change. Et ça change quelque chose de très important. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Et nous allons y revenir un peu plus tard. Pour les USA en interne. Mais regardons déjà les gains pour les USA, normalement de cette opération. Normalement, c'est pour le pétrole. Mais il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que, certes, ils vont avoir, les compagnies américaines, évidemment, vont gagner certainement un accès préférentiel au pétrole du Venezuela. Mais il y a quand même des problèmes. C'est que, d'une part, c'est un pétrole qui est très lourd, qui est très difficile à extraire. Et donc, ils font des techniques assez pointues et des gros investissements, puisqu'il y a pas mal d'investissements à faire, puisque les installations sont vieilles et ont été laissées, n'ont pas été bien entretenues pendant des années et des années. Et donc, quelle est la viabilité de ce pétrole, de l'extraction de ce pétrole, avec un baril autour de $50. Actuellement, il est aux alentours de $60 le baril. Ce qui fait que le pétrole de schiste américain, qui s'épuisera assez vite, hein, normalement, donc là c'est un relais en définitive, et à $50, c'est très limite également pour le pétrole de schiste. Donc c'est aussi un moyen pour eux, peut-être donc les compagnies, les majors américaines du pétrole
sont pas extrêmement chaudes pour s'engager dans cette aventure. Bon, peut-être sauf sur certaines zones où le pétrole serait plus facile à récupérer. Et puis également une instabilité politique probable. Parce que, on va voir, mais comment ça va se passer, mais il n'est pas du tout certain que ça se passe bien pour le pouvoir tout chaviste qu'il est aujourd'hui. Nous évoquerons notamment une situation assez similaire qui s'est passée dans un pays proche, un peu plus tard. L'autre gain, c'est le dollar renforcé, puisque du coup, en s'accaparant une grosse part des réserves mondiales de pétrole, du coup, ça renforce le rôle central du dollar dans les échanges de pétrole. Modulo quand même justement ces deux hypothèques de l'extractibilité et de l'instabilité politique. Quel gain pour les USA? Bon, voilà, c'est ceux qu'on anticipe, que l'on voit en premier lieu, mais certains pensent, quelle est la deuxième étape au fond de ça? Il y a eu ce coup de force, ce coup d'éclat, je dirais, très médiatique, militaire et médiatique, je dirais, scénarisé. Et what next? C'est-à-dire, c'est quoi la deuxième étape de cette intervention? Il y a une impossibilité de l'invasion, puisqu'il y a des milices, il y a une armée populaire, je crois que c'est plus d'1 million de personnes qui sont dedans, qui ont un retour d'expérience en plus sur ce qui se passe en Ukraine et tout ça. Une invasion est totalement impossible, exclue totalement. Enfin, dans l'état actuel des choses, les États-Unis n'en sont pas capables. Enfin, ce serait pire qu'en Afghanistan, je pense. Hein. Et même de blocus durable, hein. C'est assez compliqué de faire un blocus durable. Et puis on peut imaginer qu'au bout d'un moment, si le gouvernement vénézuélien était opposé, peut-être qu'il finirait par réagir. Puis vous savez que les marines maintenant, et la marine russe en sait quelque chose, en mer Noire, avec des drones navals, vous pouvez dégommer pas mal de bateaux. Hein. Et on peut imaginer qu'à un moment donné, vous les envoyez de la terre, c'est ce qui se passe en Ukraine, on les envoie de l'autre côté, et les bateaux, ils sont obligés de rester au port. Donc vous imaginez des bateaux en pleine mer, le blocus durable, voilà, j'ai du mal à y croire. Et on voit bien les risques que ça pose, puis le coût également. Hein. Parce que là, on est sur une côte quand même qui est très étendue. Hein. Et gouverner directement, bon voilà, il en est... Il en avait parlé Trump à un moment donné, mais là, mettre un gouverneur, là, c'est totalement impossible. Donc, la question qui se pose de ces constats sur la deuxième étape, c'est il n'y a pas d'autre solution tellement que de collaborer avec le pouvoir chaviste actuel. Et c'est un petit peu cohérent avec une des hypothèses que j'évoquais précédemment, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à partir de là, et avec le maintien au pouvoir de la vice-présidente qui assure l'intérim tant que Maduro est empêché. Et au fond, dans ce cas-là, si on est dans ces cas-là, Maduro est un épouvantail utile, avec une opération, un grand spectacle, pour en fait masquer le rétablissement des relations entre les USA et le pouvoir chaviste. Vous voyez ? Du coup, ça change complètement. Vous voyez, bon, ça veut dire qu'il n'y a pas les gains, etc. Hein, mais ça change complètement même la vision et comment le dérouler, etc. Hein, très spectaculaire et tout. Du coup, si on a tout ça, moi, je ne sais pas, hein, je ne veux pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre, mais tout ça, je dirais, ça semble pas si mal que ça, moi, je dirais. Parce qu'il faut bien se rendre compte, et j'insiste là-dessus, c'est que les capitalistes sont faibles, et notamment, justement, au point de vue idéologique, mais ils sont incapables d'imposer leur politique, en définitive, ce qu'ils auraient rêvé peut-être de faire. L'échec en Irak, où est-ce que leur objectif, quand même, l'objectif de George W. Bush, c'était d'instaurer la démocratie. On est quand même très loin de ça en Irak aujourd'hui, avec un pays complètement éclaté, un bordel infini qui perdure depuis, je ne sais, depuis des décennies maintenant,
ou la situation en Afghanistan, où en fait ils ont juste réussi à ce que ce soit les talibans qui reviennent plus fort au pouvoir. Mais également en Syrie, là, ils ont été obligés d'aller bombarder la France et l'Angleterre. Ils ont été bombardés en Syrie ce week-end, des frappes, hein, comme ils disent. Ils ont été obligés d'aller refaire des bombardements en Syrie. L'Ukraine, qui est quand même également une situation qui traîne pour eux. Ils n'ont pas réussi à vaincre la Russie, quelque part. Hein, parce ils ont quand même déclenché la guerre, parce qu'on parle de l'attaque russe, mais en fait, elle a été provoquée par une escalade au préalable, et ils n'ont pas réussi, je dirais, à repousser les indépendantistes du Donbass. Donc ils ne sont pas capables d'imposer leur politique, ils n'arrivent même pas à l'imposer quelque part dans leur propre pays. On voit bien les crises politiques qu'on a en France, en Angleterre, en Allemagne, etc., ou aux États-Unis, avec cette division profonde des deux blocs. Donc voilà, ils sont affaiblis parce que, je le répète, ils sont dans la crise terminale. Cette crise terminale, elle existe depuis, elle perdure, c'est une agonie en définitive du capitalisme, parce qu'elle dure depuis un siècle quasiment. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas durer, mais ils sont de moins en moins en mesure justement de faire des sorties positives de crise. Je peux évoquer la crise de 2007. La crise de 2007, on n'est toujours pas sorti en définitive de cette crise. Encore plus pour l'Europe, avec une stagnation qui est considérable, et qui va s'aggraver avec la politique actuelle. Donc tout ça vient du fait qu'ils sont dans une crise terminale. Et ça, c'est quand même très important, au-delà de ces victoires. Je reviendrai là-dessus. Donc voilà ce que ça change à la situation. Mais il y a aussi une chose très importante, que ça change en interne aux USA. Et qui est symbolisée sans doute justement par la fracture qu'il y a sans doute au moins en partie, entre la base MAGA, qui était non interventionniste, du Make America Great Again de Trump, une partie de la base qui est contre l'interventionnisme. Hein, donc il y a des grandes paroles Steve Bannon par exemple, qui dit c'est pas notre politique, et qui en définitive, et c'est Moon of Alabama qui le dit là, qui est un site que je vous recommande grandement. When society lose their own moral framing, they dissolve into anarchy. La traduction, c'est quand les sociétés perdent leur propre cadre moral, elles se dissolvent, ces sociétés, elles vont vers l'anarchie. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisqu'on a jeté toutes les bases fondamentales, et ces justifications dont je parlais tout à l'heure sont complètement ignorées. Toutes les bases sur lesquelles repose, c'est une des choses que je dis aussi là-dedans et que j'ai dit dans des chroniques des barbaries, c'est-à-dire que le capitalisme renie ses propres principes fondamentaux sur lesquels il est basé, si vous voulez. Donc ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas construire quelque chose longtemps là-dedans. Donc il y a perte, en définitive, de toute moralité, de toute justification, même hypocrite. Hein, l'hypocrisie, c'est l'hommage du vice à la vertu, je dirais. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une vertu, il y a quand même une référence. Là, il n'y a plus aucune référence. C'est juste je pille et c'est tout. Donc ça mène fatalement à une autodestruction nihiliste, parce qu'il n'y a plus d'idéal de valeurs partagées dans la société. C'est ça que ça veut dire. État de droit, droit national et droit international. Ça, c'est vraiment la montre qu'on est dans une phase terminale. Ça renforce, je dirais, l'analyse que je porte avec d'autres, et qui est décrite, c'est ce trajectoire vers l'anarchie. Je vous recommande ce livre, The Coming Anarchy, Robert Kaplan. Vraiment très très intéressant. Un livre qui est un peu ancien maintenant, je ne sais plus de quelle date il a, mais il prend pas mal d'exemples en Afrique et tout ça. C'est vraiment très très intéressant et de montrer aussi l'illusion de la démocratie, qu'on va apporter la démocratie comme ça d'extérieur, etc. Il y a plein de choses intéressantes dans ce livre, parce qu'il y a des états de développement de société qui font que c'est possible ou pas d'être à tel stade politique, de structuration politique et autres. Bon, c'est un livre très intéressant. Mais voilà la trajectoire, en définitive. On retrouve en définitive ça. Quand il n'y a plus de valeur, quand il n'y a plus que le pillage,
vous êtes dans la situation des voyous, et des situations d'état de non-droit, comme on en connaît en Afrique noire, notamment dans pas mal d'endroits. Ou de zones, hein, pas forcément des pays, mais des zones à l'intérieur de certains pays. Et là, de nouveau, on retrouve la quatrième voie. La quatrième voie est le remède. La quatrième voie est l'antidote cohérent et complet à cette décadence, à ce nihilisme, à cette autodestruction. Parce que vous avez une réponse de même niveau, de niveau moral, et même d'un niveau encore supérieur, d'un niveau éthique, justement. Et donc là, on donne une planche de salut, en définitive, non pas au capitalisme, mais aux gens qui composent ces sociétés. Une orientation. Et ça, c'est très important. C'est très important. Nous y reviendrons également dans justement ce que ça apporte, la quatrième voie, et en quoi elle est nécessaire, et comment on peut la mettre en œuvre concrètement. Dans l'Empire, et notamment en Europe, qu'est-ce que ça modifie de la situation ? La situation, ça veut dire qu'il y a une militarisation des sociétés européennes, avec une remilitarisation très importante, en particulier en Allemagne. Et quand l'Allemagne s'arme, c'est jamais bon pour l'Europe et pour nous en particulier, et pour les Russes aussi, ils en savent quelque chose. Mais cette militarisation, ça veut dire qu'on va consacrer des ressources gigantesques, y compris financières, à cela, et donc ça va être une régression sociale et une justification des régressions sociales, des baisses des niveaux de revenus, de la misère qui va se déployer de plus en plus, de baisse de ressources sociales dans tous les domaines. Voilà ce que ça va impliquer. Barbarie. Qu'est-ce que ça modifie maintenant pour le reste du monde ? Déjà, cette opération, si les gens n'ont pas complètement toute l'analyse, et ils n'ont pas forcément tout ça, ça renforce la dissuasion vis-à-vis de tout un tas de petits pays. C'est-à-dire, ils sont vachement puissants, comment on ne peut pas résister, etc. Ça fait peur, hein, voilà. L'épouvantail est là, et tout un tas de petits pays vont se dire, on va se tenir à carreau. Autre chose là, maintenant plus pour justement le Venezuela, ça casse également la dynamique, certes modeste, mais réelle, de rebond du Venezuela. Parce qu'il s'orientait, en définitive, il commençait depuis 2021, et j'en avais parlé dans une autre émission d'ailleurs, ils se sont orientés, ils ont basculé un peu du socialisme, je dirais, traditionnel, vers la troisième voie plus. Voire presque plus. Hein. On pourrait presque rajouter un autre plus à un moment donné, mais comme ils étaient sous embargo, etc., évidemment c'était très difficile, mais il y avait commençait à y avoir une reprise de l'activité, justement parce que ils mettaient en place un peu ce modèle à deux classes, ils mettaient en place un peu plus de démocratie, même si c'est une démocratie quand même très discutable, je dirais, parce que c'est pas au niveau des communes que se jouent les grandes orientations politiques, hein, quand même. Parce que eux, ils font une démocratie très communale, etc., participative, ils appellent ça. Bon, voilà. Disons que ça va quand même dans la bonne direction. Mais bon, mais il y avait une dynamique modeste, mais réelle. Hein. D'ailleurs, vous trouverez des liens également sur la page dédiée à cette émission qui attestent de cela. Donc ça casse ça quand même. Et ça, je pense que c'est important parce que, mine de rien, ça aurait pu vouloir dire pour les USA, c'est que leur embargo ne fonctionnait plus, quoi, en définitive. Et il y avait aussi cette urgence d'intervenir, quelque part, pour dire, mais si le Venezuela, avec la Colombie à côté, etc., qui ont un pouvoir maintenant réussi à s'en sortir, là, c'est foutu pour eux. Donc il fallait qu'ils interviennent, les Américains. Vous voyez, c'est pas non plus... c'était assez urgent, quand même, qu'ils interviennent. Ils avaient une fenêtre d'opportunité qui risquait de se refermer après. Et puis, qu'est-ce qui risque de se passer ? C'est qu'il y ait justement une bourgeoisie comprador, comme on l'appelle, issue justement du Parti socialiste unifié du Venezuela, le PSUV, qui du coup s'arrange avec les Américains, puis vous exploitez le pétrole, et puis nous on va toucher des sous, on va avoir se toucher un certain confort et tout, on va pouvoir s'enrichir et tout ça. C'est le phénomène qui s'est passé au Nicaragua, j'évoquais ça tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le parallèle que je souhaitais faire avec Ortega,
au Nicaragua et sa famille, qui se sont enrichis, et un groupe justement du parti sandiniste, qui en définitive se sont un peu accaparés le Nicaragua. Donc eux, ils viennent de la gauche aussi, hein, mais au fond, finalement, ils s'arrangent pas si mal que ça avec les Américains, et ils en tirent bénéfice en exploitant leur pays, mais voilà. Pour le reste du monde, pour tout le reste du monde, je dirais, choc, de nouveau. Est-ce qu'il y aura un réveil des dirigeants? Ça, c'est pas certain du tout. À voir, hein. Souhaitons-le. Je crains qu'il faille des chocs. Les chocs sont de plus en plus importants, mais à un moment donné, ça s'arrête, hein. Et c'est des gros morceaux qui tombent. Là, c'est des photos de la réaction du peuple vénézuélien, notamment, au moins une bonne partie, qui soutient et dénonce l'attaque, le coup qui a été fait par les Américains au Venezuela. Donc il y a quand même un soutien au pouvoir, au régime, qui est assez important. Alors, on en arrive à quelque chose d'assez important, parce que ce sont les déboires à venir pour la résistance, justement. C'est pas fini, puisque la résistance va continuer d'aller déconvenue en échec. Et là, on arrive au paradoxe de la période. Le paradoxe de la période, c'est qu'en fait, tout le monde... Ah, il y a une belle faute d'orthographe, là, d'ailleurs. Tout le monde est affaibli. Les capitalistes sont affaiblis, mais également les résistants, les opposants aux capitalistes sont affaiblis. Puisqu'ils ont donc on voit bien qu'il y en a qui sont dans leur phase terminale de leur système, et d'autres qui sont perdus toute crédibilité politique. Alors, en grande partie, il n'y a plus de grands partis. Alors, il reste quelques grands partis communistes, mais en Chine, au Vietnam, là où ils ont le pouvoir, il en reste un en Inde, notamment, je crois que c'est au Kerala, mais voilà. Ces mouvements-là sont très affaiblis également. La résistance est faible, hein, elle est affaiblie, elle prend des coups sans cesse. Donc tout le monde est affaibli. On a des situations paradoxales au fait qu'on n'a que des faibles entre eux. Ça, c'est pas très bon. Hein. Je vais y revenir. On peut penser à Cuba où il y a le socialisme. Cuba qui est complètement à bout de souffle et qui est quelque part, il est à l'agonie également. L'Iran, à l'autre spectre, d'autre côté du spectre politique, qui est étouffé par les sanctions également, et englué dans le conservatisme religieux en l'occurrence. La Russie, qui est encerclée et qui est érodée, qui souffre quand même. Notamment, il y a quand même beaucoup de morts, quand même, tous les jours sur le front. De la jeunesse qui meurt tous les jours, qui est blessée. Ce n'est pas rien. Puis la perte d'influence, parce qu'ils concentrent toutes leurs forces sur l'Ukraine, ça veut dire qu'ailleurs, ils ne peuvent pas intervenir à 50 endroits. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la Syrie, ils n'ont pas pu maintenir, même si les raisons sont surtout internes. Donc, et puis, alors qu'on ne vienne pas me dire que les sanctions impérialistes, c'est à cause des sanctions impérialistes. Que les impérialistes, que les capitalistes soient nos ennemis, ça, c'est pas une nouveauté, c'est une donnée du problème. Ça fait partie du problème, de l'équation qu'on a à résoudre. C'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Fait partie du tableau. Hein, on parle du tableau d'un patient, d'un malade, d'une situation. Quel est le tableau? Ça fait partie des données en entrée du tableau. Donc, il ne faut pas dire que ça excuse rien. Non, non. Ça, c'est une mauvaise excuse. Ça fait partie des choses qu'il faut prendre en compte, qu'il faut savoir adresser, et d'avoir les réponses appropriées pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important, parce que sinon on ne sort jamais, et on n'arrive jamais à sortir de cette spirale de l'échec et des déboires. Et ce fait que tout le monde soit faible, c'est là aussi, ça c'est un point important, c'est que c'est une phase historique qui est propice à tous les monstres, en définitive. Propice à toutes les barbaries. Et on les voit là. Macron, c'est une caricature de président. Même on a réussi à descendre plus bas qu'Hollande. On n'y croit pas, quoi. Enfin, c'est incroyable. Et Merckx, là,
qui lui est un voilà, c'est l'allemand allemand, si vous voulez, hein. Je veux dire, même prononcer le vrai mot, c'est le Bosch. Voilà, c'est le retour des Bosch. Ça parlera aux plus anciens. C'est lui, c'est ça. C'était déjà ça, hein. C'est eux qui ont fait la guerre en Yougoslavie aussi, hein, faut pas l'oublier. C'est eux qui ont fait que la Grèce a été complètement dépouillée de leur économie en 2007 également. Hein. Tous ceux qui ont résisté à l'Allemagne nazie, en définitive, hein, en Yougoslavie, avec Tito, ou la résistance qui a été très forte en Allemagne contre la plus forte d'Europe, je dirais, non soutenue par un État, face à l'Allemagne nazie, et aujourd'hui la Russie. Voilà. Et lui, il va faire 100 à 150 milliards par an de budget militaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà ce Bosch-là. J'appelle comme ça. Et puis les deux autres, là. Les génocidaires. Les corrompus, des monstres. Des monstres. J'arrête parce que vous savez autant. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore des mauvaises nouvelles à venir. Des mauvaises nouvelles à venir. Dernière partie de cette émission, je dirais, ce que change concrètement, justement, la 4e voie. Parce que là, c'est un tableau, c'est le tableau tel qu'il est, hein, avant de passer aux solutions. Il faut avoir une analyse, justement, du tableau, et donc, pour trouver les bonnes réponses, il faut bien poser le problème. Alors, on a bien posé le problème. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce que permet la 4e voie, justement, pour s'en sortir? Eh bien, il faut fournir, c'est la première des choses, la chose la plus importante, une perspective commune. Sinon un chemin, du moins une voie, vers un but qui soit commun, une perspective, donc une dimension idéologique, mais pas que idéologique, hein, puisque dans la proposition, il y a ici une dimension sentimentale, une dimension politique, bien sûr, mais aussi une dimension spirituelle, très importante. Mais là, en l'occurrence, c'est la dimension idéologique qui est fondatrice dans ça, pour avoir une perspective, une vision à long terme commune, un but commun. Voilà ce qui permet de passer à l'offensive, justement. De dire, non, puisque là, on est complètement éclaté, divisé, sans cohérence, eh bien, passer à l'offensive, ça veut dire avoir une idéologie commune. Alors ça ne va pas se faire en 2 minutes, hein, ça je conçois que justement il va y avoir des reculs, qui sont nécessaires justement à la prise de conscience, malheureusement. Mais on pourra passer à l'offensive à un moment donné. Parce que si on ne se prépare pas là à avoir cette vision, on ne pourra jamais passer à l'offensive et la messe sera dite, je dirais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sur le plan idéologique, ça veut dire mettre le doute dans les têtes. Le doute dans les têtes, y compris de ceux qui sont actuellement complètement lobotomisés, qui suivent le mouvement. En clair, ça veut dire mettre une pierre dans le jardin de l'adversaire. Ce que ne fait pas aujourd'hui, qui est incapable de faire aujourd'hui, une pierre dans le jardin, dans la certitude qu'ils sont dans la bonne direction, que c'est bien de continuer dans les voies actuelles. Vous voyez, ça c'est très important. Ça change tout. C'est de montrer aux gens que les alternatives, donc que les idéologies, celles du passé sont mortes, mais qu'il peut y en avoir une autre, qu'il peut y avoir d'autres alternatives, qu'une alternative est possible à ce système. Voilà, et donc qui va être de plus en plus délétère et de plus en plus barbare, et les gens vont être à la recherche d'une alternative. Eh bien, une alternative est possible, elle existe, c'est justement ce que définit la 4e voie. Et ça, cette alternative, le socialisme ou le communisme ne peuvent plus le faire. Ni, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni non plus le conservatisme ou le réactionnaire. Hein. Aucune de ces directions-là ne permet justement d'offrir une alternative crédible, une alternative d'avenir, qui puisse engager les gens largement dans cette direction. Et y compris des pays d'ailleurs, hein, des dirigeants. Donc ça veut dire que ça change concrètement la 4e voie, donc ça c'est donc une première chose, c'est s'affranchir également des limites de la 3e voie plus. Donc
de l'installation d'une bourgeoisie comprador, comme je l'ai appelé, donc notamment là, peut-être Delcy Rodriguez, hein, on verra hein, ce qu'elle fait, mais je crains que ça soit le cas, et que du coup ça se fasse forcément, fatalement, au détriment du développement autonome du pays, parce qu'ils vont avoir tout un tas de concurrences de produits qui vont rentrer fatalement et qui vont détruire leur économie nationale. Et on connaît bien ça en France, prenez le cas du Mercosur pour les agriculteurs, si les frontières s'ouvrent à d'autres pays, que ce soit l'Ukraine ou au Mercosur, eh bien, et ça a déjà été le cas pour d'autres parties, mais pour le lait notamment, eh bien, c'est la fin de cette branche dans le pays au niveau national, d'une part, mais résister. Donc ça, c'est donc l'autre alternative, c'est résister, mais souvent, c'est résister, mais souvent on recule, et avec en définitive l'installation de bourgeoisie nationale, certes faible, mais peu fiable, ce qu'on appelle les oligarques, qu'on va trouver, on en trouve en Russie, on en trouve en Chine, c'est-à-dire qu'ils ont réinstallé une bourgeoisie nationale qui aujourd'hui est maintenue justement, comme je l'expliquais, par un pouvoir qui a suffisamment d'autorité pour faire que ces grands capitalistes, parce que ce ne sont pas des petits capitalistes quand même, hein, mais ils sont plus petits, beaucoup plus petits que ceux des USA par exemple, évidemment, mais ils sont quand même assez importants, et qui, pour les maintenir, je dirais, sous contrôle, mais pour combien de temps ? Et on voit bien qu'en Russie, il y a aussi pas mal de gens qui seraient prêts à faire ce rôle de bourgeoisie comprador. Hein. Il y a une partie des oligarques qui sont dans cette optique-là, hein, qui sont prêts à vendre le pays. Hein. C'est tous les défenseurs d'Eltsine. Et puis, l'autre conséquence, et l'une des limites aussi de la troisième voie plus, c'est que ça nécessite durablement une militarisation, je dirais, à outrance. La Russie en sait quelque chose, puisqu'ils sont toujours... C'est une des raisons d'ailleurs aussi de la chute de l'URSS hein, en son temps, hein, c'est qu'il y a eu une nécessité d'une course aux armements permanente, et puis la Chine aussi, qui investit quand même énormément dans son armée, depuis maintenant un certain temps. Donc ça, c'est des ressources qui ne sont pas disponibles pour le pays. Qu'est-ce que ça change ? Le coup au Venezuela. Qu'est-ce que ça révèle également ? Ça révèle qu'il y a les nécessités, je parlais tout à l'heure de Palantir, etc., des surveillances, nécessité d'une nouvelle infrastructure numérique et électronique sécurisée. C'est-à-dire qu'il faut s'affranchir des protocoles et des technologies et des techniques et des infrastructures et des matériels américains. On l'a bien vu, ou de l'Occident, on l'a bien vu également avec l'histoire des beepers israéliens qui ont explosé. Il faut absolument avoir des chaînes complètement nouvelles d'infrastructures numériques et électroniques sécurisées, surpassant d'ailleurs même celles des USA. Parce que celles des USA, elles sont issues du libéralisme, c'est-à-dire qu'elles sont nées en définitive sur le terrain, sans architecture sur le tas. Moi j'avais fait il y a quelques temps, alors il n'est pas encore en ligne, mais vous allez le retrouver bientôt en ligne, j'aurai le lien également sur la page de cette émission, que j'avais appelé Ideal Software Architecture Blog. C'est-à-dire qu'en fait, il disait, mais ce qu'on fait, c'est quand même, en informatique, c'est quand même une horreur. Quand on connaît un peu l'informatique, on dit, mais on a fait plein de régressions. Enfin, c'est affreux la façon dont c'est architecturé, et notamment le web, mais pas que. On pourrait fonder une nouvelle architecture logicielle. Tout ce qui est hérité là, c'est fait, c'est du quick and dirty, puis ce qui marche vite et ce qui est vite mis sur le marché, c'est ce qui emporte le marché, et puis au fond, c'est cette solution-là qui est adoptée rapidement, hop, et puis voilà, on utilise ça. C'est ça, en fait, les technologies issues du libéralisme. Donc ça ne va pas être très difficile de surpasser, en définitive, ces infrastructures numériques et électroniques, et d'en faire qu'elles soient sécurisées. Eh bien, la quatrième voie, seule la quatrième voie, peut permettre de créer cela. Et cela à une échelle suffisante sur la planète. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit dans les grands pays, notamment la Chine, évidemment on pense à la Chine, mais il faut aussi que ça se déploie au Venezuela, etc., et que ça soit apte à remplacer, en définitive, toutes ces infrastructures qui existent et qui sont issues des technologies, des protocoles et des normes issues des USA ou de l'Europe. Vous voyez ?
Ça, c'est très important. Donc ça, la quatrième voie le permet. Pourquoi est-ce qu'elle le permet? Donc y compris pour les petits pays. Parce que justement, il y a une entente sur le but. Il y a une entente idéologique sur ce vers quoi on peut aller. Donc on peut se permettre de dire, eh bien, ok. Et puis ça permet de sortir de l'isolement justement des petits pays, et de se dire, des embargos, eh bien, on les surpasse complètement sur le champ numérique, puisqu'on pourra du coup avoir des téléphones complètement différents, etc., qui seront plus du tout, et donc c'est très sécurisé évidemment, qui seront en opposition justement à l'impérialisme et qui leur permettront plus de faire ce qu'ils font aujourd'hui, l'explosion des beepers, la surveillance et la localisation des personnes de façon très précise, comme ils sont capables de le faire aujourd'hui par ces technologies. C'est un enjeu important. La quatrième voie permet ça parce que vous avez une coopération, une voie, en allant dans cette voie commune, idéologiquement commune, vous créez de la confiance suffisante pour dire, ça, après vous pouvez avoir chacun, comme c'est sécurisé, vous pouvez avoir chacun vos secrets, je dirais, hein, ça ne veut pas dire, mais vous avez du coup une architecture sur laquelle vous pouvez vous reposer de manière confiante. Et autre dimension, aujourd'hui, par rapport, c'est ce numérique, évidemment, ces solutions numériques sont très importantes. Aujourd'hui, on a une société où on a le flicage généralisé par les lois, où on n'a plus le droit de dire ce que l'on veut, hein, ce que normalement fait partie des déclarations des droits de l'homme et des citoyens. Eh bien, fini, on ferme des chaînes, on arrête des gens, on condamne des gens, sans aucun procès, sans rien du tout, on leur inflige des amendes, etc., sans procès, sans rien. Voilà la situation aujourd'hui. Et des technologies également qui sont utilisées sans cesse pour nous surveiller, pour nous fliquer dans tous nos domaines. Et c'est une tendance lourde du capitalisme pourrissant. Bon, voilà, j'ai affiché Jacques Beau et Xavier Moreau. Voilà, ce sont les deux exemples les plus récents, sans compter les gens qui ont été probablement suicidés récemment. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place des techniques et des technologies de liberté et de confidentialité, généralisées. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et rendant impossible le flicage. Technologiquement, c'est faisable. Il suffit d'en avoir la volonté. Hein, et puis donc, ça suppose une architecture, c'est-à-dire de penser, de fabriquer les choses, de penser les choses, d'architecturer les choses, avant que ça naisse, que ça sorte du marché comme ça, ou des agences militaires américaines. On aurait un retour à un principe fondamental d'une démocratie et d'une société libre, c'est le secret des correspondances, qui a complètement disparu aujourd'hui. Le secret des correspondances, quand même normalement, très important. La quatrième voie le permet. Pourquoi? Parce que, et on voit bien, les régimes autoritaires ne le permettent pas. Et on a des régimes autoritaires qui sont aujourd'hui, qui soient plus ou moins dans la troisième voie, ou troisième voie plus, ou ailleurs. Ces régimes autoritaires ne sont pas adaptés à ça. Ils ne permettent pas d'aller vers ça, vers cette société de liberté et de confiance au niveau, et de confidentialité au niveau technologique. Vous voyez, ça c'est extrêmement important. La quatrième voie le permet, justement, l'autorise. Donc, justement, parce que n'a plus besoin d'un régime autoritaire pour maintenir le consensus de classe, justement. Et donc, il nous faut une pile technique et technologique internationale, mais également avec un certain nombre de capacités de zonage local, non national, pour pouvoir, justement, on va pouvoir éventuellement fermer des endroits, contrôler des zones, avoir des SAS, enfin, voilà, avoir des zones bien délimitées sur lesquelles on puisse agir. Voilà ce que... Mais ça, il faut que ça soit complètement à part de ce qui existe aujourd'hui. Et très différent, fatalement. J'avais donc commencé à travailler sur ces choses-là il y a quelques années. Un projet que j'ai un petit peu mis entre parenthèses depuis que je fais de la politique. Mais autre domaine, il y a le domaine militaire également. Le domaine du renseignement, par exemple. La quatrième voie, qu'est-ce qu'elle change concrètement? Ça veut dire que vous avez travaillé au niveau idéologique. Vous proposez une idéologie, une vision, un avenir, une espérance. Dans le renseignement, ça change, parce qu'il y a des personnes dans le camp adverse
qui vont être convaincus ou même simplement sensibles à l'argumentation de la quatrième voie. Eh bien, dans le renseignement, c'est très important, et on sait bien que le renseignement, c'est important, et d'un point de vue militaire, c'est le point de départ de toute action, de savoir ce qui se passe ailleurs, chez l'adversaire, chez l'ennemi. Donc là, ça, c'est extrêmement important. On voit bien que là, il y a un impact très, très immédiat et très direct. Et puis, la quatrième voie, elle permet une articulation du décentralisé, c'est-à-dire ce que j'appellerais les initiatives tactiques, locales, généralement, et du centralisé, c'est-à-dire de la vision stratégique. Et ça permet ça, la quatrième voie. C'est tout à fait... c'est un système qui a cette vertu, je dirais. Hein, ce modèle de société fait reposer cette articulation, et vraiment, c'est un jeu nodal, je dirais, dans l'architecture, dans le modèle de société de la quatrième voie. Et puis, les institutions qui prévoient cette quatrième voie, notamment celles qu'on décline dans la Constitution qu'on a écrite pour la France, constituent des remparts à la corruption. Justement. On voit bien ce que ça peut vouloir dire, notamment avec ce cas du Venezuela. Mais il y a tout un tas d'institutions qui ont été... On a réfléchi beaucoup sur ces questions-là, justement, pour comment faire avoir des remparts, justement, à la corruption, différents niveaux, différentes structurations, justement, des pouvoirs, pour avoir constitué un rempart à des productions, et même à un coût, en définitive, même celui des Américains, s'ils réussissaient comme viennent de le faire, et en fait ne déstabiliserait absolument pas le pays. Et puis, du support à l'international. Hein. Donc l'idée, c'est d'être, au final, du support international au niveau militaire, alors qu'aujourd'hui, les Vénézuéliens sont un peu seuls, quand même, d'un point de vue militaire. Concrètement, je dirais, d'un point de vue du combat. L'idée, c'est justement d'être supérieur aux États dans ces domaines. Parce qu'en définitive, on le voit là, ils sont très bons en tactique, justement en décentralisé, les initiatives tactiques, l'entreprise individuelle, voilà, c'est tout à fait dans cette culture libérale, en définitive, et uniquement libérale. Mais ils sont incapables de stratégie. C'est-à-dire ils sont incapables de créer un système, d'avoir une action systémique, d'avoir un plan, une planification, une vision stratégique. Et c'est ce qui leur fait défaut, notamment par rapport à l'armée russe. Ils pensent qu'ils sont supérieurs à l'armée russe et que... Alors c'est sûr, l'armée russe, au niveau tactique, elle est certainement moins bonne que souvent que les armées qu'on appelle occidentales, mais ils sont très supérieurs au niveau stratégique. Et c'est ce qui leur permet de gagner les guerres, en définitive, et de toujours gagner les guerres au final. Et donc ils sont complètement incapables en stratégie, c'est-à-dire en systémique, ce qui va être systémique et ce qui va être durable, en définitive. Les USA, leur politique, c'est la politique du cow-boy, hein, c'est la politique de la canonnière, et puis c'est tout, hein, globalement. C'est tu me suis ou point barre, quoi. Mais on peut retrouver ça, là j'ai développé ça sur un certain nombre de domaines, mais on va retrouver dans de multiples domaines, dans l'énergie, dans les transports, dans la monnaie. Alors la monnaie, dans le système monétaire notamment, c'est effectivement tout à fait important. C'est déjà une tendance pour l'OCS ou pour le BRICS vis-à-vis du dollar justement, c'est de s'émanciper du monopole du dollar, du monopole exorbitant du dollar comme monnaie d'échange, comme monnaie de réserve internationale. Mais, donc c'est déjà une tendance aujourd'hui, mais la quatrième voie, je pense, permet de faciliter, d'accélérer le processus. Quand vous partagez une vision, une idéologie commune, même si c'est pas à 100%, hein, mais au moins la direction, les grands principes vers lesquels se diriger, eh bien forcément, ça va faciliter, comme ça facilite la confiance, ça facilite en définitive les processus. Vous n'êtes plus simplement enfermé dans vos intérêts nationaux. Voyez. Et donc, il y a un partage, partage d'une idéologie commune, réaliste, souple et adaptable aux contextes nationaux qui permet ça, donc qui permet justement une augmentation de la confiance, c'est ce que je viens de dire. Je me dépêche un peu parce que là c'est extrêmement long, j'ai l'impression. Oui, on va faire peut-être l'émission la plus longue que j'ai jamais faite. Donc, ce que change, ce que ne change pas la quatrième voie. La quatrième voie ne vise pas à changer le monde. On ne change pas le monde. Là, on vient de le voir, par exemple, sur la monnaie. On s'inscrit dans une tendance qui est déjà existante, mais on en fait un modèle, on
on la magnifie, j'en ai dit. Mais c'est déjà là, c'est déjà présent. Le but n'est pas de changer le monde. Vraiment, la quatrième voie, c'est vraiment pas ça. Le but n'est pas de changer le monde, on n'est pas les communistes ou des qui veulent changer, de passer faisant table rase, pas du tout ça. Au contraire, on s'appuie sur des mécanismes qui sont déjà là, qui ont du mal à accoucher, qui ont du mal à se déployer. Non, on ne change pas le monde, ça c'est une première chose. On ne change pas non plus le cours de l'histoire, au contraire, on se fond dedans. La quatrième voie, c'est un facilitateur. Ça se faut penser comme un facilitateur, la facilitateur de l'accouchement de ce qui devrait normalement arriver. Sauf si la barbarie l'emportait, évidemment. Donc éviter que la barbarie l'emporte, mais c'est juste un facilitateur. Normalement, si tout se passe bien, mais peut-être à des coûts terribles, c'est ce qui devrait finalement arriver, ça s'inscrit dans le sens de l'histoire. Donc le but n'est pas de changer le monde avec la quatrième voie, mais de l'aider à accoucher de ce nouvel modèle de société, justement, et des tendances qui se mettent en place. Donc prenons donc les tendances qui sont déjà là, mais c'est ce qui permet aussi, c'est ce qui répond à un besoin. Nous avons besoin d'un nouvel élan justement idéologique et sentimental. Quelque part, parce que ça part aussi ça s'accompagne aussi de ça, à l'international et interclasse sociale, c'est-à-dire on ne s'adresse pas qu'à une seule classe sociale, mais on s'adresse aux petites bourgeoisies locales ou aux paysans locaux qui dépendent dans leur activité de leur activité dans la nation, d'une part, et d'autre part, des salariés qui sont forcément liés à un endroit, à un pays, et dans lequel ils exercent. Voilà, c'est les deux classes. Donc transclasse, donc un élan à la fois international et interclasse sociale. Voilà, en résumé, donc, on a fait un tour d'horizon, donc les déboires de la troisième voie plus, la nécessité de la quatrième voie, donc j'ai un résumé de ça, puis après on a analysé un petit peu plus en détail le coup de force, ce qu'on peut en penser, ce que ça modifie à la situation, que la résistance va subir encore des défaites, si elle ne change pas, si elle ne s'inscrit pas dans la quatrième voie, ça va être plus douloureux, et qu'au final il faudra bien y arriver, et ce que change concrètement la quatrième voie, on a essayé de l'illustrer sur un certain nombre d'exemples et de pistes et de chantiers qui seraient possibles d'engager et de perspectives que ça ouvrirait aux politiques. Donc je termine par vous recommander la lecture de mon dernier ouvrage qui s'appelle « La crise terminale du capitalisme », justement. Petit livre, il fait moins de 100 pages, mais il explique tout. Si vous voulez comprendre en profondeur les temps actuels, il y a d'autres qui ont parlé de comprendre les temps présents, je pense à Soral par exemple. Je pense que c'est intéressant ce qu'il a écrit. Je pense que on est plus, c'est plus, comment dire, c'est bien aussi. Je ne vais pas critiquer les autres, mais je pense qu'il y a le niveau n'est pas inférieur en tout cas. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ça a été une émission un petit peu longue. Je vous souhaite donc de renouveler mes vœux pour 2026, en espérant que ça soit une année de transition. Je pense qu'il va se passer pas mal de choses. Nous verrons bien. Je souhaite me tromper sur un certain nombre de choses, et puis peut-être que le désert sortira et que la quatrième voie finira par trouver un écho et facilitera la transition vers un monde où la paix et peut-être pas la félicité ni le bonheur, parce que ce sont des notions un peu, mais au moins où la vie pourra s'épanouir. Merci. Au revoir.